Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet avec vous sur les emails. Donc les emails ont été créés il y a une petite trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est ce qui représente le plus donc notre flux de travail quotidiennement. Et avec ces emails, en fait, avec la création du courrier électronique, eh bien, plusieurs menaces sont venues au fil du temps. Donc on a retrouvé les plus connus, donc tout ce qui va être spam, les attaques de type phishing, les attaques de type spear phishing et business email compromission, et aussi donc tout ce qui est ransomware. Donc le courrier, en fait, par rapport à cela, a reçu plusieurs moyens de protection finalement pour permettre d'identifier que la personne qui envoie le mail est une personne légitime. L'inconvénient, c'est que ces mesures de vérification qui ont été introduites au fil du temps ont peut-être parfois desservi le service de messagerie. Donc, parmi ces mesures de vérification qui ont été introduites, on retrouve notamment tout ce qui a été blocklist, les RBL, les tags externes aussi, pour identifier les mails provenant de l'extérieur de l'organisation. On retrouve notamment le SPF, Sender Policy Framework, ainsi que le DKIM. Donc, ces mesures donc, ont été créées au fil du temps, comme j'expliquais, pour permettre une meilleure identification, pour rendre finalement au courrier sa vocation première, donc échanger des messages. Sauf que, au fil du temps, on s'est aperçu que ça a plutôt apporté des désavantages plutôt que des inconvénients plutôt que des avantages. Donc, on a quelques idées reçues sur ces différents sujets. Donc notamment avec le SPF, va protéger mon domaine. Non, en fait, le SPF va juste valider l'enveloppe de l'expéditeur. On va le voir tout à l'heure qu'un email est composé d'une enveloppe ainsi que d'un corps de message. On a notamment aussi des idées reçues sur le DKIM, en pensant que ça va aider l'authentification de l'expéditeur, mais finalement, on va juste s'assurer que l'intégrité du corps du message n'est pas modifiée en cours de route. Et puis tout ce qui va être les tags externes, je reviens dessus. Ici, donc, ça va permettre donc d'identifier les emails de l'extérieur, sauf que ça va être utile les premiers jours, mais malheureusement, après, ça devient du bruit pour l'utilisateur. L'utilisateur ne fait plus forcément attention au bandeau d'identification, comme quoi le message vient de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour une personne malveillante ? Voilà, avec le SPF, elle peut utiliser... Pardon. Hop. Avec le SPF, en fait, on peut utiliser un domaine qui est mal configuré pour envoyer du courrier, voilà, tout simplement. On a aussi le DKIM pour ajouter de la légitimité au niveau de l'attaque. On peut imiter une signature DKIM pour justement passer ce test-là. Et puis avec les tags externes qui peuvent servir à des attaques d'ingénierie sociale. Voilà, je prétends envoyer un mail depuis ma boîte perso pour essayer de récupérer des informations ou demander à la personne de réaliser un certain nombre d'actions. Voilà. Donc, si on prend un exemple dans la vie réelle, si on compare un email, le système de la messagerie, en fait, avec ces notions de SPF et DKIM, on pourrait prendre l'exemple des télépéages. Donc une personne malveillante pourrait emprunter le badge d'un télépéage, se faire passer par quelqu'un. Il n'y a pas vraiment de réel mécanisme en fait, d'authentification. En fait, c'est plus un moyen de dire qui on est plutôt qu'un système de vérification de l'identité. Et donc, c'est ce qu'on retrouve en fait, avec le DKIM et le SPF lorsqu'ils sont mis en place tout seuls sans des marques. Donc, comment pallier à cela ? En fait, l'idée, ça serait tout simplement d'authentifier la transaction. Donc voilà, si on prend l'exemple du télépéage, une pièce d'identité, une photo permettrait d'identifier que le badge est bien associé à la bonne personne et que du coup, on est bien autorisé à emprunter la route. Et c'est un petit peu finalement ça va être le même parallèle en fait avec les emails et la partie des marques. Donc c'est ce qu'on va faire avec le démarque. On va s'assurer que les emails authentifiés du propriétaire du domaine expéditeur ont été validés via un processus d'alignement. Donc c'est un petit parallèle. Alors, le démarque, Domain Base Message Authentication, Reporting and Conformance, va être structuré de deux éléments. On va avoir tout d'abord une partie reporting pour identifier en fait les expéditeurs légitimes, s'assurer qu'on n'usurpe pas un nom de domaine
pour envoyer des messages en notre nom. Ça va permettre également d'identifier tous les actes de Shadow IT, donc des services marketing, de communication qui enverraient des emails sans que le service informatique soit informé. Et puis donc on pourrait identifier les problèmes d'authentification sur la partie SPF et DKIM. Une fois qu'on va voir ce reporting, qu'on va avoir cette visibilité sur qui envoie des messages avec notre domaine, eh bien on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une politique des marques. Donc soit pour rejeter les emails, soit pour les mettre en quarantaine et s'assurer que il n'y a plus personne qui va utiliser notre domaine de messagerie pour envoyer ces emails, qu'il n'y aura pas d'usurpation et que ces usurpations seront rejetées. Pour parler un petit peu du démarque, on va revenir un peu sur la partie SPF. Le SPF, en fait, voilà. Donc, si on fait un petit parallèle, on va retrouver donc dans un email en fait une enveloppe qui n'est pas visible en fait généralement dans Outlook. Par défaut, elle est supprimée. En fait, on voit juste le corps du message, donc finalement la lettre. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que l'adresse mail qui va être utilisée pour envoyer l'email, en fait, au niveau de l'enveloppe, peut différer en fait de celle que l'on voit finalement dans l'email, tout simplement. Donc, ça peut être le parallèle. Si on envoie une lettre, l'adresse qui va être sur l'enveloppe pourra être différente que celle qui est sur la lettre. L'exemple, une lettre de banque. Bien sûr, on aura peut-être sur la lettre, sur l'enveloppe, l'adresse de la banque ou du siège qui va gérer le traitement, et dans l'enveloppe, la lettre en elle-même, on aura l'adresse. L'adresse du siège, pas du siège, mais l'adresse l'adresse de l'agence. Voilà. Donc, on a deux choses à ce niveau-là. Donc, là, typiquement, avec un exemple sur le SPF, on a l'enveloppe, on a le corps du message. Donc là, on voit que, l'adresse mail qui est envoyée provient d'un domaine abc.com, mais celle qui est vraiment visible en fait au niveau du client de messagerie, xyz.com. Voilà, on voit que les deux ne sont pas alignés. Donc c'est pas un défaut, c'est bien comme ça que fonctionne le SPF. Le SPF en fait va valider uniquement l'entête d'adresse affichée au niveau donc de l'enveloppe et pas dans le corps du message. Donc c'est pas un défaut, c'est comme ça que fonctionne le SPF. Au niveau du DKIM, on va retrouver donc quelque chose d'un peu similaire. Le DKIM va permettre de s'assurer que le message n'a pas été modifié en cours de route. Donc on va cryptographier en fait le corps du message avec l'aide d'une clé publique et d'une clé plus privée. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse l'utiliser. Donc ça n'exige pas que le domaine de signature soit le même que celui de l'expéditeur. Voilà. Donc l'usurpation finalement elle est plutôt simple. Si on prend un exemple. Donc on peut créer en fait une enveloppe avec un nom de domaine abc.com. On peut signer cet email avec une signature DKIM. Et l'idée, c'est que derrière, je puisse construire mon message en usurpant l'identité, par exemple de CEO@xyz.com, usurpation d'identité, et derrière construire mon message en demandant de réaliser donc un virement par exemple. Donc là, tout ça pour dire quoi? Que finalement, c'est quelque chose qui est plutôt facile. Alors, quelle est la solution? La solution, comme le TPH, on va avoir besoin d'identifier en fait, ces informations en fait, et s'assurer que les messages soient bien légitimes. Donc là, on va le faire plutôt au niveau de la zone DNS avec l'alignement SPF et DKIM grâce aux démarques. Donc on va s'assurer que l'enveloppe et l'entête du domaine sont alignées, et pareil entre la signature et l'entête du domaine. Voilà. Et donc en un mot, c'est ce qu'on fait avec le démarque. Alors, au niveau du reporting, on va voir quelles sont les sources. J'étais un peu vite. Voilà. Au niveau donc du reporting, on va voir donc quelles sont les sources existantes et légitimes. S'assurer qu'il n'y a pas d'usurpation de domaine. On va demander d'envoyer des rapports sur le courrier entrant. Et puis s'assurer que ces rapports en fait vont être traités. Donc on les retrouve sous format zip ou XML, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Et puis donc quand on met en place donc une démarque, le démarque, typiquement on va renvoyer ces rapports et une adresse mail de manière à pouvoir avoir du contenu et à les analyser. Donc là, ça va être sur du format XML. Voilà. Donc là, on va retrouver un certain nombre d'informations. On va demander, par exemple, quel système de messagerie envoyer le rapport, quel domaine demande le rapport, quelle est l'adresse IP,
utilisé, donc, et quel est l'alignement donc, du SPF et quel est l'alignement du SPF et du DKIM. Donc, l'idée, c'est de récupérer ces informations et de les traiter. Mais effectivement, sans automatisation, ça va être complexe de savoir, de traiter toutes ces informations si on envoie un rapport, donc à chaque fois qu'on envoie un email. Et c'est pour ça qu'on a besoin donc d'automatiser un peu les choses. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue. Merci Florian. Donc du coup, c'est très simple d'usurper un nom de domaine. Donc il faut pouvoir avoir des outils un peu automatiques pour aller lire ces rapports XML que vous avez vus juste avant. Et donc on va aller récupérer ces rapports, afficher dans une interface l'ensemble des provenances des emails, de ceux qui envoient des mails en tant que vous. Et on va afficher ceux qui sont passés, qui sont valides avec votre SPF, et ceux qui ne sont pas passés et qui envoient des mails sans qu'ils soient déclarés dans votre SPF. Donc sur au niveau de la politique des marques, donc il faut absolument que chaque expéditeur, quand vous protégez votre nom de domaine, chaque service soit bien aligné quand vous envoyez des noms de domaine. C'est important. Souvent, les sociétés de plus en plus maintenant splitent leur nom de domaine de production de leur nom de domaine marketing ou d'autres noms de domaine pour avoir comme ça des sous-domaines et ne pas avoir la propre politique des marques DKIM SPF pour le nom de domaine et qu'elle ne soit pas polluée avec des marketing qui envoient plein de mails en masse. Donc c'est important que depuis, on verra sur un autre slide que Google a imposé au 1er janvier des restrictions. Donc c'est important que votre nom de domaine soit propre à ce niveau-là. Donc tout simplement, on va rajouter un champ dans votre politique des marques de façon à rediriger les rapports vers nous et on va ensuite les analyser. Donc sur cet enregistrement, on a plusieurs possibilités. Soit on peut le mettre en lecture seule, ou alors on peut le mettre en quarantaine, ou alors on peut le mettre en reject. Et à ce moment-là, vous pouvez indiquer qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un envoie un mail en votre nom sans avoir une politique DKIM ou SPF de valider. Donc c'est vous qui pilotez la phase de mise en place. C'est une phase qui est très facilement mise en place et vous pouvez passer de lecture seule à rejeter en quelques clics. Donc oui, je le disais, donc, depuis le 1er février, vous avez Yahoo et Google qui ont mis en place des exigences de sécurité sur vos noms de domaine. Donc il faut que vous ayez des enregistrements valides en fonction de si vous envoyez plus ou moins de 5000 emails, 5000 messages. On va vous imposer soit d'avoir le SPF et le DKIM, ou le SPF ou le DKIM. Ça va dépendre des différents acteurs, mais ça va forcer les gens à avoir un SPF valide parce que de plus en plus, les sociétés n'ont pas assez de SPF valide. Et ça, c'est très important pour cette année, en tout cas, d'agir sur cette propreté. Donc, comment commencer? Donc, dans un premier temps, on va mettre un outil en place qui va aller réceptionner les rapports. Comme ça, vous aurez une cartographie de qui envoie des mails en tant que vous, quels sont les serveurs qui sont autorisés ou pas à envoyer des mails en tant que vous. Donc, avec un simple outil et une interface web très ludique, on va pouvoir vous afficher tous ces rapports de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver un peu dans tout ce fouillis que peut être le SPF, le DKIM et le DMARC. Donc on a comme ça des interfaces qui sont très claires pour afficher l'ensemble des remontées de qui envoie des mails en tant que vous. Et bien sûr, le DKIM, DMARC, SPF n'est pas assez suffisant. On a besoin d'avoir des protections aussi sur Microsoft 365 pour aller avec les API, vérifier s'il n'y a pas d'arnaque au président, vérifier s'il n'y a pas de vol de mot de passe, vérifier s'il n'y a pas des spear phishing, plein de tentatives d'attaque, parce que Microsoft est très ciblé et est une des messageries les plus ciblées. Donc c'est très important également de rajouter de la protection sur Microsoft, où on va être à même de détecter avec de l'intelligence si jamais il y a eu des mails ou des vols de mots de passe également sur votre tenant Microsoft.
Ça, c'est sur les dernières nouveautés avec l'intelligence et le machine learning, où on a rajouté depuis déjà plusieurs années cette partie d'intelligence sur nos solutions qui viennent en plus de la sécurisation du démarque. Eh ben, il est 16. Très bien. C'est parfait. Merci à vous, merci pour bien. votre écoute. Et puis n'hésitez pas, On est juste sur le stand à côté. à côté. Merci à vous.